Rebonjour à tous, à toutes. On espère que vous avez apprécié les 2 premières conférences et nous voilà partis pour la dernière conférence de l'après-midi, juste avant le cocktail. Donc voilà, un petit peu d'attention encore. Du coup, quand on a commencé à préparer le programme, nous, pour cette année, chez Agotera, on s'est dit que ce qui nous semblait vraiment important, qu'on n'avait sûrement pas assez fait l'année dernière, c'était de donner la parole suffisamment aux agriculteurs. Et donc, on s'est arrangé pour qu'il y ait des agriculteurs dans au moins la moitié des conférences cette année. Donc, merci beaucoup, Gilles et Grégory, d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler aussi de, en fait, finalement, la réalité concrète. Parce que parfois, nous, dans les bureaux, on peut être un petit peu déconnectés de ça. Et donc, voilà, merci pour votre témoignage aujourd'hui. Gilles, vous êtes président de La Open Dairy. La Open Dairy, c'est un groupement de 700 producteurs laitiers. Et tu es aussi agriculteur. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Gilles a été l'un des premiers à mettre en place des mesures par rapport au label bas carbone en 2020. Donc là, il arrive au bout des 5 ans. Donc tu vas pouvoir nous faire part de ton retour d'expérience. Voilà, 5 ans après, quelles sont les difficultés rencontrées, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui est plus compliqué. Voilà. Et Grégory, toi, tu es gérant de la ferme du Beau Pays, c'est ça? C'est un nom très poétique. Et donc, j'ai été voir ton site internet où tu écris une phrase, tu dis « J'ai un beau métier qui consiste à élever des animaux et à nourrir des familles ». Je trouvais que c'était une jolie façon simple d'écrire ton métier. Donc, les animaux, c'est des vaches, c'est des cochons, voilà, et tu fais aussi de la transformation et de l'élevage. Et on t'a demandé de venir aussi parce que tu es impliqué donc, dans ta ferme. L'idée, c'est d'arriver à la neutralité carbone de ton exploitation. Et notamment, on t'a demandé de faire un petit focus sur tout ce qui est pratique agroforesterie que tu as mis en place. Et qu'est-ce que tu as mis en place, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça t'apporte. Voilà. Donc merci à tous les deux d'être ici, c'est vraiment chouette. Je vous laisse la parole et toujours au même format, 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions et ensuite cocktail. Enfin, cocktail, c'est un grand mot pour... voilà, on se comprend. Super. Merci Constance. Bonjour à tous. Gilles Durlin, je suis producteur, agriculteur et producteur de lait aussi dans les Hauts-de-France. Mon fils vient de s'installer sur l'exploitation, donc nous sommes 2 aujourd'hui sur un modèle 80 vaches laitières et 110 hectares. Un système de polyculture élevage ancré sur un territoire où l'agriculture intensive est la clé de voûte de notre système, des systèmes des Hauts-de-France, parce que le foncier est tellement cher et inaccessible que s'il n'y a pas d'agriculture intensive, je pense que le modèle agricole peut tomber, quoi. Bon, c'était juste pour situer un peu le contexte dans lequel on était. Par rapport à tout ça, on a beaucoup parlé aujourd'hui d'agriculture régénératrice. C'est un terme qui est apparu, je pense, il y a une dizaine d'années, pas beaucoup plus, chez beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Et nous, les agriculteurs, on a été un peu choqués au départ de ces termes-là, parce que agriculture régénératrice, pour nous, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, on était dégénérés? Pourtant, je pense que historiquement, dans notre métier, dans notre cœur, ça a toujours été inscrit comme... et il y a 2 maximes qui nous guident. C'est les jeunes agriculteurs la reprennent beaucoup. C'est tu n'hérites pas de la terre de tes ancêtres, tu l'empruntes à tes enfants. Ça, c'est la première maxime. Et la deuxième, c'est inscrit dans le code rural. Et ça, depuis que les baux ruraux existent entre les propriétaires et les fermiers, c'est inscrit dans un article très clair où l'agriculteur doit cultiver la terre en bon père de famille. Donc ça, c'est inscrit chez nous depuis la nuit des temps. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces nouveaux concepts, qui sont des concepts nécessaires et intéressants, malgré tout, ils sont quand même utilisés chez nous. Ils sont même de coutume, normalement, mis en application depuis des lustres et des lustres. Voilà, c'est juste un peu le recadrage que je voulais faire par rapport à toutes les interventions qu'il y a eu dans la journée. Donc, la Open Dairy, c'est une association entre 4 associations d'OP qui se sont dit à un moment donné, il y a des sujets qu'il faut qu'on traite, nous, parce que ce sont des sujets amont. Et ça, c'est venu du fait d'abord qu'en organisation de producteurs, il y a une bonne partie de notre énergie qui est utilisée à la négociation de contrats avec l'industriel. Et vous savez très bien, quand on négocie avec un industriel, celui-ci a souvent l'habitude de nous dire la valeur ne se partage pas, elle se crée. Si vous voulez de la valeur, créez-la. Donc on s'est mis en ordre de marche, nous les producteurs, au sein de nos OP, à essayer d'identifier dans notre produit agricole
Alors pour nous c'est le lait, mais ça peut être la pomme de terre, le petit pois, la viande. Quelles sont les valeurs de ce produit-là et à qui elles appartiennent? Alors il y a des valeurs qui appartiennent à l'industriel, la recherche, innovation, le packaging, la communication, voilà, le supplément nutritif. Il y a des valeurs qui appartiennent à l'agriculteur, l'approvisionnement local, le carbone, l'ancrage territorial, je veux dire, la question nutritive aussi, tout l'aspect main-d'œuvre, développement territorial aussi. Et il y a des valeurs qui appartiennent aux deux. Donc on a segmenté un peu ces valeurs-là, et on a dit, il y a des valeurs qu'il faut qu'on traite nous-mêmes pour qu'on aille à la négo, en disant, voilà, c'est des valeurs qui appartiennent aux producteurs, et c'est à nous de les négocier. Donc on a créé cette association pour essayer de trouver une méthode pour identifier ces valeurs-là, donc éventuellement la valeur carbone et biodiversité, et puis essayer de la porter en négociation chez l'industriel. En même temps que ça, il y a eu les accords de Paris, qui sont donc intervenus en 2015, et aussi, vous vous souvenez un peu en 2015, pardon, il y a eu une course à l'échalote un peu, avant 2015, où on recevait, nous, les producteurs de lait, des messages qui étaient quand même compliqués à entendre, notamment, par exemple, la SNCF qui disait que Eurostar pollue moins que les vaches qui le regardent. Et par exemple, les aéroports de Paris qui disaient aussi que l'aviation civile pollue moins que l'ensemble des ruminants en France. Donc on s'est dit, là, il y a un vrai sujet sur le carbone et qu'il faut qu'on traite. Donc c'est pour ça qu'avec l'Institut d'élevage, on a mis en place une méthode, parce que tout est question de méthode, pour essayer de reconnaître sur nos élevages l'impact carbone, les efforts qu'on fait sur une période de 5 ans, et puis donc l'efficience qu'on met en place sur nos systèmes, avec une partie stockage, une partie réduction d'émissions. Donc c'est un peu ce qui est présenté ici, dans les diagnostics Cap2R. Et suite à ça, on a eu aussi le label bas carbone qui est sorti en 2018. Et à l'époque, le ministre de l'Environnement, qui était François de Rugy, il y a eu une phrase qui était quand même très intéressante, où il a quand même dit au moment de la déclaration du label bas carbone, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on passe d'une écologie réglementaire et punitive à une écologie de la récompense. Donc c'est là où le label bas carbone, avec la méthodologie Cap2R, elle avait tout son sens. Il faut qu'on passe à une écologie de la récompense, où dans les filières ou hors filière, il faut que celui qui émet donc des efforts, il puisse être récompensé dans son système et dans son revenu. Donc voilà, c'est un peu tout ça, toute cette histoire-là, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont rentrés dans une démarche bas carbone, avec une méthodologie, et puis qui essaient, alors, soit de vendre leur crédit carbone, ça c'est ce qui est fait dans les 3 premiers appels à projets, hein. Donc il y a premier, deuxième, troisième appel à projets qui sont sortis, où il y a des crédits carbone qui sont à disposition des entreprises qui veulent compenser leurs émissions. Et puis aussi maintenant, on voit arriver maintenant de plus en plus dans les filières, parce qu'il y a eu aussi réglementairement pas mal de choses qui ont bougé, et puis c'est pas fini, je pense. Alors c'est ça qui est un peu aussi compliqué, c'est que la réglementation en matière déjà d'identification de l'impact carbone et puis de la réduction d'émissions, elle change quand même beaucoup, en sachant qu'il y a un système français, un système européen, il y a des adaptations qui sont faites, il y a des interprétations des adaptations qui sont faites aussi, entre de la compensation, de la contribution, entre tout ça, entre le scope 3, entre voilà, des choses où on essaie de, chacun de son côté peut-être tirer un peu la ficelle le plus fort possible, et essayer de capter de la valeur, ou tout du moins essayer de prendre la valeur de l'un pour en faire chou gras de son côté, quoi. Voilà. Donc le sujet c'est que autant je pense que tant qu'on était dans la dynamique de l'accord de Paris, il y a eu une dynamique vraiment en 2015 jusqu'à 2020, où il y a eu une vraie dynamique, où tout le monde a dit, allez, les programmes RSE des entreprises, l'agriculture, on s'engage dans une méthodologie, dans des objectifs de réduction. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de charpente économique en tant que telle. Et aujourd'hui, chacun cherche, oui, à continuer à avoir cette logique de réduction d'émissions, mais il n'y a pas le modèle économique pour, justement, rémunérer vraiment les actions qui sont mises en œuvre pour réduire les émissions.
Alors, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé ici en 2025, c'est que dans les box de négociation, vous savez que les GMS et les entreprises industrielles doivent se mettre en place, enfin doivent se mettre d'accord sur des tarifs chaque année dans les box de négociation qui aboutissent les derniers jours de février. Et il y a eu quand même des augmentations tarifaires qui ont été consenties par la GMS aux industriels, dont à peu près 3 à 4% de hausse tarifaire, dont la moitié pour rémunérer les efforts de compensation écologique. Donc je veux dire, il commence à avoir un peu, il y a de la valeur qui commence à arriver un peu pour financer peut-être des systèmes que jusqu'ici, ça ne dépendait que des budgets RS des entreprises, quoi. Donc vous savez très bien que le budget RS d'une entreprise, quand un directeur RSE, il y a certainement pas mal de directeurs RSE ici, ou bien directeurs environnement, il y a plein de projets, c'est super, puis souvent la DG elle dit c'est très bien ce que tu fais, mais ah ouais, tu demandes tout ça, je t'en donne un tiers, puis après on verra bien ce qui se passe, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est souvent comme ça, la réalité économique elle est là, hein. Donc maintenant je pense qu'on arrive peut-être maintenant un petit peu à la fois par les accords commerciaux entre GMS et industriels, peut-être à faire remonter de la valeur du consommateur vers l'industriel, et vers l'industriel vers aussi l'ensemble de la filière. Voilà, c'était un petit peu tout ça que je voulais peut-être dire. Donc sur mon exploitation ici, j'ai engagé donc une démarche bas carbone, hein, sur une période de 5 ans, avec donc un premier audit en 2019, ici en 2025 l'audit final, avec des objectifs de réduction à la fois, de réduction d'émissions et puis aussi de stockage carbone. Bon, globalement, sur mon exploitation, j'ai un objectif de réduction de 650 tonnes de carbone évité, évité ou stocké, qui sont rémunérés à 35 € tonne par France Carbone Agré Association. Ces crédits carbone-là sont vendus parce qu'on est dans le premier appel à projet. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui avaient aussi des objectifs de réduction et de compensation carbone n'ont plus forcément aujourd'hui les financements pour accéder vraiment à leurs objectifs. Et puis, on a un peu de mal à vendre les restes des tonnes carbone sur le deuxième et troisième appel à projet. C'est là où peut-être que dans l'esprit filière, avec, je ne sais pas si vous avez parlé du scope 3 tout à l'heure, c'est parce qu'on voit que les industriels aujourd'hui disent, il faut que je réduise dans ma chaîne de valeur. Et dans ma chaîne de valeur, il y a aussi le scope 3, c'est-à-dire c'est le périmètre amont, c'est-à-dire qui concerne l'approvisionnement en denrées agricoles, dans lequel aussi je peux aussi prendre des éléments pour compenser ma chaîne de valeur. Sauf qu'à un moment donné, je pense que tout ça, il faut que ça corresponde à une valeur qui est rétribuée à l'agriculteur. Et donc, nous, l'avantage, c'est qu'au niveau de FC2A, on a fixé un tarif. Et il faut que si l'industriel, dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire avec le scope 3, dise moi, je vais réduire à l'échelle de l'ensemble de mes périmètres mes compensations, qu'ils prennent cette même valeur-là, c'est-à-dire à peu près 30 € la tonne de carbone évité, pour rémunérer concrètement l'agriculteur de ce que ça lui coûte à éviter, à faire un programme d'évitement, quoi. En sachant que, tout ça, ça a des coûts sur les exploitations. Ça, Grégory en parlera encore mieux que moi, mais la partie stockage, ça a un coût. La partie optimisation, évitement, parce qu'on sait très bien que éviter du carbone, c'est d'abord avant tout de l'optimisation, c'est d'abord avant tout arriver à gagner plus en compétitivité. En fait, on se rend compte que chaque maillon, chaque fois qu'on gagne en compétitivité, à chaque fois, on évite des tonnes de carbone. Et c'est vrai que à chaque fois, on se rend compte que, par exemple, améliorer la productivité d'un troupeau, améliorer la productivité d'un champ par l'irrigation, par ceci, cela, on arrive à fournir plus de matière agricole avec la même quantité d'intrants. Donc on se rend compte que c'est pas un gros mot, la productivité, l'intensification, parce que je pense qu'avec les nouvelles technologies, et heureusement qu'on a des ingénieurs qui sont formés à ça, parce qu'on aura besoin de nouvelles technologies et puis d'ingénieurs vraiment qui travaillent vraiment là-dessus. L'intensification, je pense, c'est un des remèdes, et c'est le remède à un meilleur impact carbone pour une production agricole donnée, quoi. Non, c'est bien, c'est bien. Sinon, je vais voir comme après. Bonjour à tous, merci pour l'accueil, merci à Gotera pour l'invitation.
j'ai conscience que je suis le dernier intervenant du dernier atelier avant le cocktail, donc j'essaie d'être rapide et efficace. Donc Grégory Delassus, la ferme du Beau Pays. Je suis fils d'agriculteur, mes parents ils avaient une petite ferme. Il y a 25 ans, j'étais jeune, j'aimais la techno et Jean-Marie Pelt, le botaniste, et je voulais m'installer pour être proche de la nature et des animaux. Mais sur cette petite ferme, mes parents n'étaient pas en retraite, donc il fallait trouver un truc pour en vivre. Et pour en vivre, le choix, ça a été de faire du bio, de recréer un élevage de porcs bio en plein air, et du coup de faire de la vente directe pour garder la marge, parce que de toute façon, je ne pouvais pas en produire beaucoup. Donc j'en faisais peu, mais j'allais jusqu'au bout de la démarche. Cool. Alors, donc depuis plus de 20 ans, toute ma production est transformée sur la ferme. J'ai toujours essayé de caler ce que je produis à ce que je vends, ou ce que je vends à ce que je produis, ça dépend un petit peu des années. On transforme tout. On fait de la viande, du bœuf et du cochon. On sert à peu près 400 clients la semaine, donc 400 familles nourries avec de la bonne viande. Plutôt une clientèle qui fait le choix d'en manger moins, mais de la bonne du coup, parce que je suis un peu plus cher aussi, il faut avouer. On sert aussi, donc on a une boucherie sur la ferme, il y a une boucherie dans les Halles de Lille. Je suis du Nord, comme Gilles à côté. On a une AMAP avec environ 80 familles. Et je sers aussi quelques chefs locaux sur l'île, Florent Laden, hein, qui a fait Top Chef il y a quelques années. Et on a quand même des étoilés, dont Sophie Pic, 3 étoiles. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire que c'est bon aussi. C'est tout ce qu'on fait, c'est pas dégueu. Et donc ça, c'est pas mal. Et ça veut dire aussi qu'en stockant du carbone, etc., on fait du bon. Pic, si c'était moins bon que le reste, elle ne le prendrait pas. Donc c'est quand même intéressant. Moi, petit producteur. Il y a un lien fort entre la ferme et les familles. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Tous les mois, je fais une petite lettre d'info mensuelle en disant, ben voilà, il s'est passé ça, il y a eu des vélages, il y a eu des naissances. Je suis venu à Paris faire un bilan carbone, j'espère que j'aurai une photo, ça fera un truc à raconter. On publie aussi sur les réseaux sociaux. Et puis à la boucherie, j'ai un écran dynamique. Parce que même si la boucherie elle est au cœur de l'île, il faut qu'il y ait les images de la ferme et qu'il y ait un lien, même virtuel, mais en tout cas, il y a un lien. Alors, dans l'équipe, il y a l'éleveur, moi. Il y a un salarié plus une apprentie avec moi sur la ferme. Et j'ai 4 salariés pour la transfo et la vente. Il y a à peu près 140 hectares, donc système tout terme. Je suis dans le sud du Nord, donc c'est une zone herbagère. J'ai aussi un partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels sur 15 hectares, sur la Foch tardive. Il y a des mesures agro-environnementales sur toutes les surfaces. C'est assez facile parce que dans le système, je suis assez proche pour pouvoir les faire appliquer, donc c'est pas très compliqué. On a 50 vélages par an, ça fait à peu près 200 bovins. Angus et rouge des Flandres. Je fais du cochon, j'aime bien le cochon. En système d'essor-engraisseur et un petit peu de mouton. Alors, les actions en cours sur la ferme. En fait, je vais vous expliquer que stocker du carbone, avoir un bilan carbone positif, est-ce que c'est un objectif ou une conséquence d'un système qu'on a fait évoluer et une bonne conséquence positive? Ça peut un peu les deux peut-être. Je fais du pâturage juste. Donc ça c'est soutenu par l'agence de l'eau. On est en zone préservation des zones humides et zones de captage aussi. Donc on m'aide à améliorer mon pâturage, à pâturer des zones humides qu'on aurait dit on arrête de pâturer, ça vaut rien. Donc là-dessus, je suis accompagné par mon groupement Bio de France, et le parc naturel, parce que je suis aussi en zone de parc. J'ai fait un diagnostic agroécologique à la Chambre d'agriculture il y a quelques années, c'était dans le cadre du programme régional. Et là, on va faire un diagnostic biodiversité en cours. C'est un partenariat donc, avec mon groupement Bio, l'OFB et le Conservatoire d'espaces naturels. Un peu, on pense à un truc comme le bilan carbone en disant aujourd'hui j'en suis là, dans 5 ans, si je veux favoriser ma biodiversité, qu'est-ce que je mets en place? Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore fait, c'est en route. Mais en tout cas, là, on est dans l'inventaire. Ils viennent la semaine prochaine. Je fais du bovin croissance. Gilles, il parlait aussi de performance. En fait, moi, une vache, il faut qu'elle produise de la viande. On est d'accord? Au moins, j'ai de vaches. Et en fait, j'ai réduit mon troupeau de vaches en augmentant le gabarit pour maintenir ma production de viande, en fait. C'est vrai qu'en bilan carbone, il faut quand même qu'on ait une efficacité de production de viande, etc. Donc ça, c'est bovin croissant parce qu'on pèse les veaux régulièrement et on voit ce qui grandit le mieux dans mon système herbager. Donc en génétique, on retient c'est la fille de un tel, et hop, à la repro. Aussi sur la partie énergie, je vais construire un hangar photovoltaïque.
Donc j'ai eu la chance de bloquer un tarif il y a 1 an ou 2, avant que ça baisse et que ça se casse sa figure. C'est plutôt le bon plan parce que ma vente d'élec, elle paye le bâtiment, grosso modo. Et moi, du coup, j'ai un nouveau bâtiment pour les vaches, un super outil pour les vaches. Les vaches pour le bien-être animal, c'est super. Et moi, en termes d'efficacité de travail aussi, c'est beaucoup mieux. On va récupérer la chaleur sous les panneaux pour stocker du foin en grange. Ça, c'est un peu nouveau, ce n'était pas prévu dans le bilan carbone au départ. Et ce qui est cool, c'est que je vais produire plus d'énergie que j'en consomme. Peut-être à un moment, on va se poser la question du stockage de la batterie, mais ça va arriver. Peut-être elle aura des roues et ce sera un tracteur, ou peut-être pas, on verra bien. Et je fournis l'équivalent de la consommation électrique du village. Donc je produis pour moi et le village. Donc ça, c'est cool aussi. Et j'essaie d'électrifier mes usages pour acheter moins de gasoil. Donc la distribution du foin, c'est avec une griffe électrique. 2 véhicules qu'on a convertis à l'électrique. Le quad et le moteur thermique étaient cassés. J'ai rétrofité pour faire un électrique aussi. Et je vous ai mis une drone quand même, c'est un petit peu un clin d'œil. Mais avant, je faisais tourner vaches tous les jours en pick-up, tac, tac, tac. Maintenant, j'envoie le drone, comme ça je reste sur ma terrasse. J'écrase pas l'herbe et il consomme pas d'énergie, mon drone. En plus, je fais des photos et c'est cool. Il y a un sujet, je maîtrise tout sur la ferme. Je maîtrise la reproduction, enfin pas moi, les taureaux. Je maîtrise les naissances, je maîtrise l'alimentation, je maîtrise le commerce, je maîtrise les recettes, je maîtrise tout. Sauf l'abattage. C'est un maillon. C'est pas le maillon le plus marrant, c'est pas bucolique, c'est moins marrant que le bilan carbone. C'est plus difficile à discuter, mais l'abattage est un acte nécessaire et il faut que ça soit bien fait. J'avais la chance d'avoir un abattoir de proximité, il a fermé fin janvier. Comme tous les abattoirs de France, quasiment, il y en a un qui ferme tous les mois. Et ça, c'est une vraie question parce que cette fermeture d'abattoir, c'est 6 heures de route en plus par semaine pour moi, 15 000 km par an. Pour mon bilan carbone, c'est pas terrible. D'accord. Donc c'est un sujet. Et aussi, il y a des haies existantes sur lesquelles on a fait un plan de gestion, parce que c'est pas le tout planté, après il faut gérer. Un plan de gestion, on essaie de favoriser l'élevage, la prairie, la biodiversité et la plaquette. Donc grâce au travail effectué avant par Gilles et sa bande et l'équipe sur les bilans carbone, moi j'ai pu en faire un en 2023, donc je ne suis pas dans les premiers, j'ai suivi le mouvement. Donc réduction des émissions, augmentation du stockage, objectif 1390 tonnes de CO2 sur 5 ans. Tu peux y aller. Alors pour ça, il y a différents leviers. Changement de race. Ici, des croisés Angus. Là, de la rouge des Flandres. Rouge des Flandres, en plus, c'est une race régionale. Et elle est plus lourde que les Angus. Donc avec moins de vaches, j'ai continué à produire autant de viande. Et je sauve une race locale. Donc ça, c'est cool aussi. On a supprimé l'aliment concentré. En disant, j'ai de l'herbe sur la ferme, je ne produis pas de céréales. Donc on va essayer de s'en passer. Donc c'est permis par le regroupement des vélages. Du coup, on a les mêmes besoins des animaux au même moment. Ça, c'est important. Et les vélages, c'est en ce moment. Comme ça, les petits veaux, ils naissent là et ils vont profiter de toute la saison de pâturage. Pâturage tournant, c'est une méthode de pâturage où on intensifie un peu le pâturage, on fait bosser les vaches pour qu'ils arrivent dans une parcelle où l'herbe est toujours consommable et appétante. Et le séchage en grange, bonus. L'avantage, c'est qu'on supprime l'enrubanage en début et fin de saison. Donc en rubanage, on met un ballot de foin pas sec dans du plastique pour qu'il conserve. Et en plus, on garde les feuilles, donc on garde la protéine. Et la protéine, c'est ce que j'ai apporté avant par le concentré. Production d'électricité, j'en ai parlé. Et le gros sujet, le gros dossier, c'est l'agroforesterie et la haie fourragère. Tu peux passer si tu veux. Alors, l'agroforesterie. C'est plus sympa que l'abattage. J'ai planté 3500 mètres de haies diversifiées l'hiver 2023-2024. Donc 3,5 km avec des arbres de Auger, des moyens et des arbustes. 26 espèces, des chênes, des tilleuls, des sureaux. Le principal intérêt pour moi, c'est de faire une réserve fourragère, de faire un garde-manger en année sèche. Donc c'est le travail de l'INRA de Mirecourt sur les fourragères. Donc en année normale, on laisse pousser. Il faut le temps que ça pousse quand même un petit peu.
Mais si sécheresse, on déplace à la clôture et on fait bosser les vaches, on leur fait cueillir les feuilles. Donc au mois de juillet, août, quand l'herbe commence à manquer. Et par exemple, la feuille de sureau, c'est aussi riche en protéines qu'une luzerne. On n'en fait pas des centaines, enfin des dizaines de tonnes à l'hectare, mais quand même, ça fait un appoint de fourrage. Donc ça, c'est la ferme, grosso modo. La ferme, elle est là, des pâtures là, des pâtures là, des pâtures là. Et tous les traits bleus, c'est des haies que j'ai replantées. Donc il y avait déjà du bocage. On a la chance à Moustier, enfin, c'est mon village, Monasterium Infanium, c'est un monastère. Et à l'époque, les moines, ils avaient des petits ouvriers pour défricher la forêt. Donc nous, on est sur un défriché dans la forêt. Donc il y avait plutôt des grandes parcelles, mais que je recoupe en petites parcelles, parce que c'est pour faire mon pâturage tournant. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième. Comme ça, on change rapidement. Les vaches, ça tourne, et ils arrivent toujours. Leur fait de manger est efficace. Ils ne sont pas dans la parcelle où il n'y a plus à manger, où ils tournent en rond, où ils écrasent l'herbe. S'ils arrivent sur une parcelle, c'est pour manger l'herbe, et après on change. Alors la photo n'est pas super, mais ça, c'est les haies que j'ai plantées. Vous voyez, tac, 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 tac. Celle-là, elle est proche, c'est pour faire un piège à moutons, pour attraper les moutons. Parce que je profite d'avoir planté des haies pour clôturer, et les clôtures me servent à couper les parcelles et à gérer le troupeau. Au départ, on avait dit, on va planter des haies simples, mais ce qui coûte cher dans la plantation, c'est les clôtures. C'est ballot. Du coup, j'ai élargi la distance entre les deux clôtures, j'ai planté une haie là, et l'année prochaine, je vais la doubler en fait. Et le fait d'avoir une double haie, c'est plus que 2 fois plus intéressant parce qu'on crée un îlot de nature en fait. Et donc, ça permet de jouer sur des interactions. Tu peux, vas-y. Alors, j'ai oublié de le mettre, j'ai été financé pour ça. Puis c'est important de le dire, qu'on a été aidé, il faut quand même soutenir la démarche. Donc le premier programme de plantation, c'était le plan de relance. Je viens de toucher le reste de la subvention, c'était long, mais c'est arrivé, donc soutenu par l'Europe, la région, l'État. Financé à 80%, y compris les arbres, les clôtures, la plantation, c'est quand même pas mal. Et pour les 20% restants, j'ai fait du crowdfunding avec Mimosa. Donc il y a à peu près 200 clients qui ont mis un petit peu de sous pour compléter. Ça a été l'occasion de faire de la com, je ne peux pas ça à la télé, et puis d'expliquer pourquoi on le faisait, etc. C'est aussi la communication grand public. Pourquoi l'agroforesterie, pourquoi il fait comme ça, etc. Ouais, page Facebook. Ouais, Grégory Delassue ou Ferme du Beau Pays. Si vous voulez envoyer la photo, c'est sur Ferme du Beau Pays. Pour la suite, 2025-2026, on continue de planter des arbres. Dans le bilan carbone, c'était prévu de planter 6 km. Donc je suis à 3,5 plus 1,5. Donc là, je vais le faire soutenir par le pacte en faveur de la haie. C'était un truc qui était bien pensé au départ. Mais crise budgétaire, je pense qu'il est en train de se faire tailler plus vite que les arbres. Donc on verra. Là, j'ai un plan d'accepter pour 1500. 2026-27, s'il n'y a pas de subvention, on va trouver une autre solution. Voilà. Ah voilà. Et je voulais finir et insister qu'en fait, Gilles, tu parlais de 35 € la tonne de carbone. C'est pas cher. Parce qu'en fait, on ne fait pas que stocker du carbone. Quand vous donnez 35 € pour stocker ce carbone, on joue aussi sur la biodiversité, on joue sur l'eau potable et tout ça, ça joue dans le cycle de l'eau et le pâturage. Le paysage, c'est quand même pas mal d'avoir des liens sociaux. Parce qu'il y a un truc qui met les écolos et les chasseurs d'accord, c'est la haie. C'est l'arbre, tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est très consensuel, c'est un sujet facile à expliquer aux gens du village. Même moi, les anciens, ils étaient contents que je plante des haies. Ils ne comprenaient pas tout à l'agroforesterie, ils étaient fin contents que je mette des haies. Et quand même, moi, je suis sur un sujet, genre de la viande. Donc, par rapport au bilan carbone, on pourrait dire que ça s'oppose. Mais en fait, non. J'arrive à expliquer que moi, un mieux local et bien élevé, c'est OK. Ton bilan carbone, il peut être pas trop mauvais. Tu n'es pas obligé d'en manger tous les jours. Et ça peut un petit peu rassurer les gens qui se disent « Est-ce que c'est encore bien de manger de la viande ?» Finalement, on se pose la question. Bon, on préserve et développe un bien commun pour les générations suivantes. J'ai parlé de la gestion en bon père de famille, je ne suis pas trop loin. Et à titre perso, comment dire, le métier d'éleveur, c'est pas facile tous les jours. Pour la famille, c'est un peu compliqué, c'est prenant. Mais en même temps, là, sur la ferme, je crée un truc qui va être résilient par rapport au changement climatique. Les gamins, ils sont peut-être pas très riches,
Mais ils auront de l'eau, ils auront des arbres, ils auront des pâtures, ils auront de quoi élever des animaux, et c'est pas si mal. Voilà. Super. Qui a des questions? On fait passer le micro parce qu'on enregistre. Merci. Bonjour, donc Arnaud Richard, Écosystème. Bravo pour vos 2 exemples. Ça donne espoir et de montrer qu'il y a des systèmes, des écosystèmes qui fonctionnent et que ça soit réfléchi. Moi, ma question, c'était... Tu as planté donc 3500 mètres de haies, 1500 prévus. Après, la gestion de ces haies, c'est les vaches qui vont les gérer ou tu anticipes quand même le travail de la gestion de ces haies? Ou tu te fais aider par des associations Oui, comme je disais, c'est pas le tout de planter, après il faut gérer. J'ai pas tout dit, j'avais qu'un quart d'heure. Sur la ferme, sur les existantes, on a fait un plan de gestion global pour avoir le bonus et le label E. Donc au lieu de tailler tous les ans, on va tailler un 15e tous les 15 ans et on va recéper. Donc ça paraît un peu cruel pour même moi au début en disant il coupe les arbres à ras. Mais en fait ça permet de régénérer la haie en fait. On lui fout la paix pendant 15 ans et tous les 15 ans on coupe et ça redémarre. Parce que moi la haie elle est quand même multifonctionnelle. Elle fait de l'ombrage, elle protège du vent, elle produit de la feuille. Si elle produit de la plaquette, que je peux vendre un peu de plaquette au chauffe-prix local ou utiliser en litière, c'est bien aussi. Donc on pousse un peu les curseurs sur la performance économique de la haie aussi en disant ça doit être performant, c'est pas juste pour faire beau, il y a différents usages. Donc je suis aidé par le parc naturel, par une asso à Vénotière, il y a des mecs qui s'y connaissent, non, moi je sais pas, je suis éleveur. Mais même sur la reconnaissance, tout ça, c'est intéressant. Bonjour, merci pour vos présentations. J'ai une question toute simple. Comment est-ce que vous valorisez le fumier de vos bêtes? Disons que à partir du moment où on est dans un mode de polyculture élevage, parce que quand on parlait de l'identité agricole en France, c'est encore une identité polyculture élevage, où c'est le sol qui nourrit le troupeau, et après le troupeau nourrit le sol. Je veux dire, quelque part, on a un cercle vertueux, qui est aussi inscrit aussi dans un système herbager, parce qu'il y a aussi des effluents d'élevage qui repartent aussi sur les pâtures, quoi. Donc les fumiers, ils sont forcément réintégrés au sol, et puis tout ça, ça génère... alors on parle de biodiversité, mais c'est aussi d'activité biologique du sol. Je veux dire, quelque part, un fumier, je pense que ça crée une activité biologique certainement supérieure à, par exemple, un couvert végétal. Parce que en plus de l'humus, il y a quand même une activité bactérienne supérieure qu'un simple couvert végétal, quoi. Donc oui, je pense que on recrée, non, parce que je veux dire, bon, quelque part, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils étaient que sur des systèmes de polyculture élevage. Mais le modèle de polyculture élevage en France, il a tout son sens, et je pense qu'il doit reprendre tous ces lettres de noblesse, parce que justement, il permet ça, l'interaction entre le troupeau et le sol, par les fumiers, justement. Et moi, système élevage, c'est de la merde, mais c'est de l'or noir, quoi. Enfin, moi, franchement, le fumier est composté, j'achète pas d'engrais, donc c'est ce qui nourrit mes parcelles. Et une façon de stocker le carbone aussi, c'est d'augmenter les taux de matière organique dans les sols. Et le fumier, c'est fait pour ça, quoi. Merci. Bonjour, Marc, consultant en développement durable. Tout d'abord, un immense merci parce que j'ai la malchance de participer à beaucoup de conférences et souvent j'entends des trucs que j'avais déjà entendus quelques heures avant. Là, c'était hyper concret et du coup super intéressant. Bravo à tous les deux et surtout un grand merci. Petite question concrète en plus par rapport à vos expériences concernant le bilan carbone et les mesures que vous avez prises. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées ? Et éventuellement, si vous préférez, les conseils que vous donneriez à un agriculteur qui doit commencer son bilan carbone. J'y ai réfléchi. La plus grande difficulté, c'est de financer tout ça. Parce que tu dis, je vais faire un hangar photovoltaïque, je vais planter je vais racheter un quad électrique et changer les voitures.
faut financer tout ça, il faut que tu aies un partenaire bancaire qui comprenne la globalité du truc. C'est plus facile d'avoir des prêts pour acheter un tracteur. Clairement, c'est plus facile. Et d'avoir des gens qui nous accompagnent. Alors, on a plein de gens à la chambre, tout ça, il y a des gens compétents, etc., c'est super. Mais on n'a pas toujours des gens qui nous accompagnent sur un global. Tu vois, moi, je suis beaucoup en contact avec mon groupement bio parce que c'est les copains et puis ils m'accompagnent beaucoup techniquement, etc. Mais il y a des sujets un peu plus précis, il faut avoir la chambre. Après, c'est le parc naturel. Après, c'est l'OFB pour... Enfin, chacun ses petits sujets. Et c'est sympa, on voit du monde, mais en même temps, des fois, on multiplie un petit peu les rencontres et... Donc là, pour le truc biodiversité, je les ai réunis à tous les trois à la maison et je dis on fait un truc et puis pour gagner en efficacité, on a un autre boulot à côté. Hein. Enfin, moi je suis passionné par tout ça, mais il faut faire tourner la boutique, donc c'est important. Oui, et puis disons, on se fixe les objectifs. À partir du moment où on rentre dans une logique de réduire ses émissions, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, on a toujours réduit ses émissions. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, à chaque fois qu'on essayait de gagner en efficacité, de toute façon, à chaque fois, on réduisait en émissions. À chaque fois qu'on essayait de trouver des nouveaux leviers pour peut-être faire des économies, tout ça, ou bien peut-être apporter plus de potentiel à notre troupeau et aux terres, on réduisait les émissions. Sauf que ici, on a des objectifs contraints sur une période de 5 ans, avec une comptabilité de départ et une comptabilité finale 5 ans après. Le problème, c'est que on est dans un milieu vivant, avec aussi des événements naturels ou sanitaires qui nous arrivent ou qui des fois nous font qu'on ne remplit pas ces objectifs-là. Par exemple, l'année dernière, on a eu un épisode FCO, la fièvre catarrhale ovine, qui a intervenu, qui a quand même très fortement impacté les troupeaux, qui a quand même mis à mal un peu la rentabilité et puis l'efficacité technique des troupeaux. Pile poil, ça tombe cette année-là de référence pour clôturer les 5 ans et les chiffres sont pas bons. Par exemple, ici sur le premier appel à projet où il y a 350 agriculteurs qui sont donc engagés en France, les premiers retours des audits finaux, c'est-à-dire à la 5e année, il y en a 25% aujourd'hui qui sont très en deçà de leur objectif parce que justement, il y a eu des crises fourragères avec des sécheresses où globalement les rendements dans les champs n'ont pas été là, des crises sanitaires où globalement les vaches au lieu de donner 9000 litres, elles ont donné que 7500 litres, avec beaucoup de pertes d'animaux, avec des effectifs plus importants pour essayer de renouveler les troupeaux. Donc tout ça, ça impacte les chiffres. Et c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tout, quoi. Je veux dire, quelque part, on a beau se fixer les objectifs, à la fin, il faut aussi comprendre que entre un objectif et puis un résultat, il peut y avoir une différence. Et après, il y a aussi tous les leviers investissement sur ces programmes-là, où des fois, on essaie de dire, par exemple, je vais investir dans tel ou tel outil pour essayer d'amener un peu plus d'efficience, de bien-être animal, parce que le bien-être animal, c'est la première source d'efficacité aussi de nos troupeaux. Je veux dire, quelque part, nous, on a appris à l'école la zootechnie. La zootechnie, c'est le bien-être animal, c'est la science du bien-être animal. La phytotechnie, c'est la science du bien-être du sol. Alors aujourd'hui, on dit non, l'intensification, c'est pas vrai, mais sauf que, par exemple, on a voulu investir sur nos troupeaux sur des outils de bien-être animal, avec des programmes d'aide régionaux ou nationaux, comme Grégory disait tout à l'heure. Sauf que le coût des matériaux a tellement augmenté qu'à un moment donné, ça devient quasiment presque compliqué d'investir dans ces outils-là parce que l'investissement, il est 2 fois, 3 fois plus important que ce qu'on avait prévu au départ, quoi. Donc, il y a tous des éléments qui viennent, qui font que les objectifs ne sont pas atteints à la fin. Alors, quand on se dit, allez, on a fait 70% des objectifs, c'est pas mal, quoi. Mais après, entre un agriculteur qui est déjà extrêmement efficient, à l'année N, c'est plus difficile pour lui d'améliorer sa trace qu'un agriculteur qui démarre avec un bilan, admettons, à 1 kg par litre de lait, 1 kg de carbone par litre de lait, c'est quand même relativement moins compliqué, je veux dire, d'accéder à un niveau à 0,8 par exemple. Par contre, le gars qui est déjà à 0,7, pour passer à 0,6, c'est quand même extrêmement compliqué. Et on a besoin d'énormément de technologie, puis aussi de réussite climatique et tout ça pour y arriver, quoi. Oui, du coup, pour terminer, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Donc moi, j'ai démarré dans le carbone aussi, à peu près en même temps que Mathieu, et on n'était pas forcément d'accord sur le cap de The1. Et aujourd'hui, il y a eu un décryptage. Je vous invite à regarder, vous tapez décryptage label bas carbone. Il y a eu 2 mises à jour. Et le label bas carbone, dans sa globalité, est décrié. Et il y a un manque de confiance des financeurs, notamment à cause du cap de The1 et des leviers d'intensification. Parce que réduire l'âge du premier vélage, ça, c'est des leviers techniques.
et ça coûte pas beaucoup d'argent, voire ça en fait gagner. Et l'intensification n'est pas censée rentrer dans le cahier des charges d'un label bas carbone. Et vous en reveniez tout à l'heure sur le financement. J'ai discuté avec la deuxième banque des agriculteurs, le Crédit Mutuel. Eux, c'est quand même 70 000 agriculteurs. Ils veulent s'engager dans le carbone, mais ils m'ont dit, on n'ira pas sur le label bas carbone parce qu'aujourd'hui, il est trop décrié et il y a trop de risques. Donc, comment vous voyez l'avenir s'il n'y a pas de révision? Et puis, l'Institut de l'élevage ne veut pas qu'on rentre dans leur outil. Impossible de leur apporter des mises à jour, impossible d'avoir de la transparence dessus. Donc, ce serait bien d'avoir du coup un label qui soit public et donc qui appartienne au peuple, parce que c'est nos impôts qui le payons. Moi, j'ai pas de boutique à défendre, je suis pas syndiqué, je m'en fous. C'est déjà bien qu'il y ait quelque chose de créé, alors peut-être qu'il est perfectible. Avec Gilles, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais au moins ces éleveurs, ils se sont réunis chez eux le soir, etc., pour sortir un bilan, c'est ça en plus du boulot. Et je comprends qu'il peut être perfectible. Nous, producteurs bio, on se dit, j'ai déjà eu des discussions, peut-être est-ce qu'on doit faire un autre bilan carbone bio spécial, mais sinon, si on part dans tous les sens, on a connu ça avec label bio, là, il y a un label bio qui est reconnu, après, il y a eu un tas de labels, ça devient vite le beans, quoi. Donc je pense que, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que moi j'ai aucun mérite parce que j'ai rien fait, j'ai juste signé pour le bilan carbone, je suis pas du tout au début, et voilà. Ouais, après, même si l'agriculture a toujours été engagée dans un modèle le plus vertueux possible et de plus en plus vertueux, c'est ce qu'on a essayé de démontrer, je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est qu'il y a quand même 9 milliards d'habitants à nourrir sur la planète, il va bien falloir les nourrir. Donc il va falloir qu'on arrive à nourrir ces 9 milliards d'habitants de la façon la plus efficace possible et la moins impactante possible, quoi qu'il arrive. Donc je veux dire, cette nourriture, il faut la produire. Donc trouver des modèles hyper extensifs en disant, de toute façon, c'est l'extensification qui va faire qu'on va améliorer tout ça, je pense que, allez, d'un point de vue macro, c'est pas raisonnable de le penser. Bon, ça c'est un premier point. Après, l'intensification, on a opposé on a mis beaucoup d'idéologie là-dedans parce que l'intensification, voilà, c'est un gros mot où on dit on apporte ça à la chimie, à l'exploitation à outrance des sols, à l'exploitation à outrance des animaux. Sauf que l'intensification, moi je dis toujours, c'est comme le covoiturage. Je veux dire, voilà. Admettons, vous avez une bagnole, s'il y a un chauffeur ou s'il y a 5 chauffeurs, s'il y a un chauffeur ou s'il y a 5 personnes dans la voiture, c'est le modèle que nous on prône. L'intensification, c'est ça. C'est avec produire la même chose en polluant moins, ou alors je veux dire, c'est ça l'intensification. C'est comme le covoiturage. Donc il faut raisonner en disant que l'agriculture, elle doit nourrir 9 milliards d'habitants de la façon la plus efficiente possible. Donc on a besoin de technicité, on a besoin de recherche, on a besoin aussi de comprendre que tous les systèmes doivent être efficaces, et je pense que aussi bien chez l'industriel que chez le producteur, que chez le distributeur, que chez le consommateur, chacun doit... Alors, c'est pas la décroissance, hein, c'est l'efficacité dans ses pratiques de tous les jours. C'est ça. La vraie décroissance, c'est ça, quoi. Hein, donc, moi, je pense que et dans ce modèle-là, l'intensification qui est décriée, parce que le label bas carbone, il repose sur une méthode qui a quand même eu l'honnêteté d'être mise en place il y a déjà maintenant une douzaine d'années où il fallait une méthode, parce que quelque part, faire de l'idéologie c'est bien, mais il faut une méthode. Et s'il n'y a pas de méthode reconnue, et puis certifiée, et puis à un moment donné labellisée, je veux dire, quelque part, on ne sait jamais où on va, quoi. Donc c'est vrai que le label bas carbone, ça repose sur une méthode qui a été éprouvée et approuvée. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, de toute façon, après le Cap 2R, c'est aussi quelque chose qui évolue chaque année, aussi bien dans les systèmes qu'entre les systèmes, parce que quelque part, nos exploitations évoluent, les technologies évoluent. Par exemple, on se pose la question en ce moment, dans la réduction d'émissions, est-ce qu'il faut reprendre tout ce qui est additif alimentaire pour réduire le dégagement de méthane des ruminants? Est-ce que c'est une chose qui doit être reprise dans la méthode? Est-ce que c'est acceptable par la société? Par exemple, qu'on donne des additifs alimentaires pour que les vaches dégagent moins de méthane quand elles ruminent. Donc c'est une question technique. Le lin, ça marche très bien, mais il y a aussi des bactéries qui fonctionnent très bien aussi. Mais sauf qu'à un moment donné, voilà, il faut... Alors c'est des questions qui se posent, qui sont arbitrées jour après jour, année après année, et puis qui font que le label bas carbone évolue dans sa méthode et puis dans sa reconnaissance. Mais je veux dire, quelque part, on n'est pas figé sur un système parce que notre monde agricole, il évolue. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, notre premier objectif, c'est quand même bien de nourrir la population, quoi.
de la façon la plus efficace possible. Et ça, donc il va bien falloir qu'on continue à produire d'aliments pour nourrir tous ces gens qui sont là, quoi. Donc, Merci Gilles. On va prendre les 2 dernières questions parce que je vois le. Je peux Ouais, compléter vas-y. juste. Nourrir tout le monde, déjà avec l'agriculture intensive, on le fait déjà pas maintenant. Donc c'est peut-être d'autres problèmes aussi. En fait, moi et Gilles, je pense qu'on peut avoir des visions différentes. Je suis en bio depuis toujours, etc. Mais si tu veux faire avancer, si tu veux être efficace aussi, pour faire avancer les gens, il faut toucher tout le monde. Tu vas pas toucher que Gilles ou que les bio, ou il faut essayer de toucher un petit peu tout le monde. Et c'est important, là, sur le bilan carbone, on était sur un sujet. On parle que du bilan carbone. Après, si on commence à parler de tous les sujets annexes, on va débattre pendant des heures et il n'y aura personne qui aura fait son bilan carbone. Et je pense que d'être un peu mono-sujet là-dessus, ça peut de cloisonner. Déjà comme ça, on va rester d'accord pour le cocktail. Et puis, c'est intéressant aussi, il y a différentes formes d'agriculture. Je n'ai pas peut-être les mêmes aspirations que Gilles et qu'un nouvel installé ou que mon papa, ou etc. On peut avoir des voies différentes, mais s'il y a un sujet sur lequel on peut être d'accord et essayer d'avancer, de faire avancer le plus grand nombre, peut-être il est perfectible, mais au moins, pour moi, il faut se concentrer là-dessus, sinon on n'avance pas et puis on ressort des colloques, on est déprimé. Donc, Et je pense que Étienne, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, c'était par rapport à la remarque d'en bas, du coup. Quand on parle d'intensification, c'est pas de mettre plus de bêtes dans un même hangar, c'est vraiment de dire, en fait, on a des vaches qui sont sur l'exploitation, qui sont rapidement productives, parce qu'en fait, le 4-2R, il mesure une empreinte carbone par litre de lait et par kilo de viande vive, et du coup, c'est surtout de se dire, une vache, globalement, elle va émettre 8 tonnes de CO2 par an, et donc, il faut que ces vaches-là qui se représentent produisent du lait rapidement, justement pour qu'en fait, à la même production équivalente, on ait moins d'émissions de CO2 sur la ferme. Et sur le label bas carbone, attention, le label bas carbone, il y a aussi des méthodes grande culture, c'est pas que du CAP2ER. CAP2ER, c'est un outil qui utilise la méthode Carbon Agri, développée par l'IDEL, challengée par les ONG, l'INRAE et validée par l'État français. Donc en termes de label, on est quand même assez sécure. Donc il faut peut-être pas tout confondre. Et donc dans le label, il y a aussi de la forêt. Donc je pense que l'outil de label bas carbone, il est quand même assez intéressant. Merci. Alors, on avait une dernière question là-bas. Merci beaucoup pour vos témoignages, Clément-Henri, Carbone 4. Vous avez beaucoup insisté sur l'aspect financement et c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, nous, chez nos clients et chez les exploitants. 35 € la tonne de CO2 aujourd'hui, on sait que c'est pas assez pour atteindre les cibles de réduction nécessaires pour l'accord de Paris. On parle de 250 € la tonne en 2030. Et on le sait, y compris dans des fermes, chercher des réductions à court terme, on peut les obtenir assez facilement, mais chercher du moins 50%, ça va coûter cher. Et donc ma question, c'est, je crois que Danone est l'un de vos acheteurs de lait, je crois, côté... Est-ce qu'ils entendent ces arguments du coût du carbone et du fait que là, on a peut-être fait moins 10% sur la ferme, mais pour aller chercher du moins 30 dans 10 ans, ça va coûter 4 fois plus cher. Est-ce qu'ils ont pris conscience, ces industriels Je pose la question, j'ai un peu la réponse, mais j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre, vous l'avez beaucoup souligné, et c'est un vrai sujet. Je pense, tous les industriels, alors ça peut être Danone, tout à l'heure on a entendu Bonduel, je crois qu'ils ont pris conscience de ça, et les programmes RS des entreprises, ils ont été élaborés suite, je pense, qu'à une vraie volonté des industriels à rentrer dans ces schémas-là, aussi par des contraintes réglementaires, où je pense qu'il y a des objectifs qui sont donc affichés et ils sont à respecter, je pense, où les industriels doivent réduire leurs émissions. Alors c'est des programmes filières, aussi c'est des programmes réglementaires aussi. Donc les industriels mettent en place des systèmes alors dans leur scope et dans le scope des producteurs, c'est-à-dire dans le périmètre de leurs producteurs, pour pouvoir afficher un objectif de réduction. Et puis, si possible, y arriver, quoi. Donc, maintenant, est-ce qu'ils ont pris conscience de toute la complexité ? Oui. Est-ce qu'il y aura suffisamment de financement pour y arriver ? Il va falloir qu'on y arrive. Et par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les industriels disposent de peu de financement, quoi qu'il arrive, pour y arriver.
Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les box de négociation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, vous savez qu'en juillet 2024, ça a commencé par Carrefour et ensuite Leclerc et ensuite Auchan. Ils ont dit clairement par voie de presse que les prochaines négociations commerciales qui ont eu lieu ici en février 2025, il va falloir que les industriels qui puissent accéder à ces nouveaux marchés affichent une ambition de réduction d'empreinte carbone pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 en 2040 ou en 2050, je ne sais plus. Enfin bref, donc c'était bien ça. Et ça a été le sujet dans les box de négociation où il y a eu des hausses tarifaires sur les produits de grande consommation qui ont été donc acceptés et actés entre les industriels et la distribution de 3 à 4% de tarifs, dont la moitié pour financer donc l'agriculture régénératrice et la réduction d'émissions. Donc c'est-à-dire il commence à avoir des relais de financement justement par voie consommateur, par voilà tout ça. Donc je pense que c'est en cumulant tous ces financements-là qu'on va arriver, je pense, à mettre en place des vrais programmes qui sont à la fois des programmes qui font au fil de l'eau. Je veux dire, quelque part, chaque année, nous, on prône l'efficience et puis je pense qu'on y arrive. Mais après, il y a des programmes qui sont peut-être plus impactants financièrement, avec une vraie stratégie, que ça coûte de l'argent. Là, il va falloir qu'on ait des vrais relais financiers. Et par exemple, là, ça peut en être un. Hein. Après, je pense que travailler que sur la subvention et tout ça, je crois que c'est pas durable. Par contre, qu'il y ait une vraie économie qui se mette en place au travers de ces sujets de négociation commerciale, de tarifs GMS, ou alors, par exemple, de tous ces marchés locaux, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi de programmes en principe, où les marchés de RHF, tout ce qui est collège, lycée, donc administration publique, tout ça, où en principe il y a des contraintes aussi par rapport à ça, il devrait avoir des relais de financement qui nous permettront, certainement je pense, alors on est dans les prémices, hein, mais j'espère que ça va aller, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Et alors, j'ai un dernier effort à vous demander. Vous avez entendu mon réveil, c'était pour ne pas oublier de vous demander de remplir. On a un très rapide questionnaire de satisfaction. Voilà, si vous avez 2 minutes pour le remplir avant de partir au cocktail, ce serait super. Merci.